Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Et aujourd'hui on va se retrouver pour parler du tome 2 de Vampire America de Victor Dixon. Donc là c'est le Tombeau des Immortels publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Juste petit disclaimer, il est tout à fait logique d'avoir au moins lu le tome 1 du cycle de Vampire America. Je parle de cycle parce qu'à la série Vampiria il y a d'ailleurs un premier cycle qui s'appelle juste Vampiria. Et Vampiria c'est donc un nouveau cycle qui est donc à la suite de Vampiria, mais les cycles se lisent indépendamment des uns des autres. Je tiens juste à préciser, et évidemment il faut avoir lu le premier tome, donc le Tombeau des Immortels, toujours du même auteur dans la même maison d'édition. Alors dans ce tome-ci, on va suivre nos amis les Desperados, donc Annabelle, Waya, Désiré, Archer et Raphaël, qui ont donc réussi à s'évader du Necropolis Palace depuis le tome précédent et qui décident purement et simplement d'aller rejoindre la Californie, donc à l'autre bout du pays, donc à l'autre bout du Nouveau Monde. Sauf que entre temps, l'Angleterre veut faire la guerre à la France. Donc voilà, la reine Marie Stuart veut se rebeller contre Louis l'Immuable. C'est un autre point de vue, mais qui va beaucoup, toucher l'aventure des Desperados. Et c'est ce qui fait qu'évidemment, leur voyage ne va pas être de tout repos. Surtout qu'ils seront accompagnés d'un nouvel allié, le vampire et aristocrate Sterling Rendust, qui se trouve évidemment sur la couverture. Alors ce livre-là, à peine je l'ai eu en cadeau, donc je vous remettrai mes vidéos de cadeau 2024. C'est un livre que à peine je l'ai acheté, à peine on me l'a offert, plutôt que je l'ai pas acheté, on me l'a offert. À peine j'ai commencé à le lire parce que j'avais adoré le premier tome, c'était vraiment très intense. Mais dans celui-ci, ça a l'air encore plus. Franchement, je vais pas vous mentir, même encore plus intense que le premier cycle. On est vraiment en haleine car on sent je vais dire qu'on approche de la fin. Enfin, on est vraiment dans un deuxième tome de ces 3 tomes. Mais on sent que par rapport au premier tome, tout ce qui va concerner la mania vampiria n'était pas... Enfin, ces stabilités qu'a connu la mania vampiria depuis 300 ans commencent un peu à s'effriter. Et tout commence évidemment à tomber. Donc on sent qu'il y a du changement. Et on le voit du point de vue évidemment, dans un premier temps, des Desperados. Qui, eux, tout ce qu'ils recherchent, c'est une fille tranquille. Enfin, ils espèrent avoir une fille tranquille en premier temps dans la ville de Santa Fe, puis plus tard en Californie. Chose pas aisée quand on est recherché, bien entendu. Sybil n'étant plus là, Sybil c'était la sorcière qui avait aidé nos Desperados dans tout ce qui est cette machination dont Thomas n'est plus là. Ça va être donc Sterling Rendust qui, à un moment, va rejoindre les Desperados, en tout cas va les aider, et qui va venir tenir un peu cette cohésion de groupe. Les Desperados, jusqu'à une grande partie du roman, vont garder, on va dire, leur cohésion de groupe, mais évidemment ça va s'effriter au fil de certains événements. Sterling Rendust va être là un peu là pour tamponner le truc. Je comprends mieux pourquoi c'est devenu mon personnage préféré. Chose intéressante, je comprenais pas l'allusion de la chouette auprès du buste de Sterling sur la couverture, mais ça m'a fait vraiment plaisir d'en apprendre plus sur lui déjà, mais en tout cas de connaître son pouvoir vampirique. Parce que j'ai pas souvenir que dans le premier cycle on nous avait parlé du pouvoir vampirique de Sterling. Voilà, par exemple, Raphaël, on sait que son pouvoir, après avoir bu quelques gouttes de vampire, c'était de pouvoir communiquer avec les chevaux, mais on n'avait pas celui-là de Sterling. Donc ça fait vraiment plaisir de le découvrir. Donc je pense qu'en vous disant ça, vous devinez plus ou moins c'est quoi son pouvoir. Mais je l'adore toujours autant ce personnage. Tout ce qui va être les tensions, les émotions, tout ce qui va être issu de leur cavale va beaucoup jouer sur le moral de nos Desperados. Même s'il se sale les coups de une grosse partie du roman, c'est quelque chose qui est devenu très à flux tendu. Il a suffi d'un événement pour que tout explose entre guillemets au sein du groupe. Et évidemment, tout ce qui est les convictions, les objectifs de chacun ne sont pas forcément en cohésion avec les objectifs et la volonté des autres, enfin les convictions des autres. Donc évidemment, ils essaient de se dire qu'en fait ils sont tous comme reliés
qui sont un groupe qui sont unis, même si c'est dans l'adversité, que c'est pas toujours si simple, malgré les événements qui vont arriver. Et évidemment, après un événement qui va arriver on va dire à la milieu du roman, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir ma petite larme à l'œil. On sent justement qu'à partir de plus ou moins de cette moitié-là, les choses vont commencer à s'intensifier. Dans le sens où, de ce qui va passer, comme je vous ai dit, entre l'Angleterre et la France, les choses vont commencer à s'accentuer, c'est pas rien. Vers les 3 quarts, franchement, c'est très intense, ça va même très vite. Les chapitres deviennent de plus en plus courts, faut savoir ça, mais parce que on sent qu'on arrive à la fin. Mais c'est vrai qu'une fois le livre terminé, je voulais à tout prix avoir la suite. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que va sortir le tome 3. Mais c'était très très intense. Alors moi, j'ai lu le cycle précédent, donc le cycle Vampiria. Ça m'a fait plaisir de revoir certains personnages comme Naoko. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a 3 personnages, dont un qui passe juste vite fait dans l'histoire, qui apparaissait déjà dans le cycle précédent, tout comme Naoko, mais Victor Dixon a su bien faire son travail d'auteur, parce que c'est vrai que quand vous avez lu la première trilogie, vous savez de suite qui sont les personnages qui seront présentés. Ceux qui ont lu le tome 2 et qui ont lu le premier cycle, de qui je parle, en fait, les 3 personnages que je cite, notamment en l'occurrence, c'est l'œil des innocents, Alexandre Montrange et Naoko, que je vous ai cité plus tôt. On les avait déjà croisés durant le précédent cycle, comme Raphaël, mais ce que Victor Dixon a bien su faire, en l'occurrence, c'est d'expliquer comment ces personnages-là en sont arrivés là. Parce que pour ceux qui ont uniquement lu Vampire America, c'est des personnages qui leur sont inconnus, Naoko, Alexandre, etc. Et donc, Victor Dixon a su par moments nous expliquer un peu comment ils en sont arrivés là. Naoko, ça a été, je trouve, peut-être plus facile pour le coup, parce que elle a la même particularité qui nous était présentée dans la première trilogie, mais les Desperados ne connaissent pas la particularité de Naoko, donc elle a été obligée de leur réexpliquer, et donc là, le fait qu'elle leur explique cette particularité-là, c'est tout à fait cohérent dans l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Donc là-dessus, c'est pas trop dérangeant. Il y en a 2 autres vers la fin qu'on a déjà croisés dans le premier de la première trilogie, dans le premier cycle. Ça, c'est une autre chose, c'est un autre débat. J'aurais aimé voir l'état du bureau de Victor Dixon. Je plaisante pas. Autant dans le premier tome, on avait des points de vue différents. Et là, en fait, il a gardé le même principe. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, on a le point de vue d'un personnage, son logo, entre guillemets, où on est, l'heure, etc. Enfin, la date, l'heure et où on est. Il a su garder ça. Alors, tout comme le premier, c'est que ça ne dérangeait pas trop parce que c'était dans l'aspect du groupe. Autre. Pardon. Mais dans celui-ci, c'est vrai que dans la première moitié, à part quand on avait par exemple le point de vue d'Alexandre, pour tout ce qui va concerner les Desperados, ça ne changeait pas grand-chose. Certes, dans la première moitié du roman, on avait le point de vue du Desperados à un instant T, mais ça concernait tout le groupe. Donc ça n'impactait pas tant que ça, on n'était pas tant perdu que ça en tant que lecteur. Mais vers la fin, comme je dis, les personnages, en fait, ils sont pas forcément tous au même endroit à l'instant T. Donc on a beaucoup de points de vue différents à un instant T différent. Donc il y a quoi être perdu, et je pense qu'en tant qu'auteur, faut que tout cela reste cohérent pour le lecteur, pour pas le perdre, pour pas qu'il abandonne sa lecture. Et donc l'auteur se doit de rester cohérent, chose qu'il a, Victor Dixon a très bien fait dans ce roman. Je suis désolée des prochains derrière, mais en tout cas il a su gérer un nombre de paramètres impossibles et inimaginables, et franchement je le félicite surtout pour la fin. Je sais pas ce que ça va donner pour la suite, mais ça a été une gymnastique mais incroyable pour le coup. J'ai beaucoup aimé pour le coup. Puis il a su garder cette cohérence, cette dynamique qui fait qu'on est tenu en haleine jusqu'au bout. En terminant ce roman, je voulais juste une chose, avoir la suite.
pour savoir comment se termine ce cycle, notamment le cycle de Noche Desperados. Ma chronique sur le tombeau des étoiles de Victor Dixon est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou si cela vous tente. Et sur ce, maintenant je vous dis à la prochaine. On dit à la prochaine, Antoinette, hein? À la prochaine.